podcast. Affaire Guy Georges, épisode 6. Deuxième semaine du procès. Le lundi 26 mars 2001, à 10h du matin, à la reprise des audiences, la salle est comble au palais de justice de Paris. Les parties civiles, fébriles, espèrent et redoutent à la fois d'entendre les aveux de Guy Georges. On doit aujourd'hui examiner le meurtre d'Agnès Nieschkamp en décembre 1994. Une scène de crime sur laquelle on a retrouvé des traces d'ADN de Guy Georges. Mais la journée débute mal. On apprend que Guy Georges a refusé de sortir de sa cellule. Il est amené à comparaître de force. Apparemment, il n'est toujours pas décidé à parler. Le journal de 13h de France Inter rend compte longuement de cette matinée. Jean-Marc Four. La justice, je lui pisse dessus. Voilà la formule, sans embâche, utilisée ce matin par Guy Georges à la reprise de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Après l'audience de vendredi dernier, on attendait, les parties civiles espéraient, des aveux. C'est raté. Guy Georges, auteur présumé, faut-il le rappeler, de 7 viols et assassinats de jeunes femmes, est entré dans le box ce matin en attaquant la justice et en affirmant qu'il ne dirait plus rien. Fabienne Synthèse, vous êtes en direct du palais de justice de Paris. Bonjour. Bonjour. Revenons d'abord sur cet incident de ce matin. Écoutez, ce matin, vous pouvez imaginer quelle grande impatience il pouvait y avoir dans la salle. Ça se sentait, chacun attendait effectivement de savoir ce que Guy Georges avait à dire. Et puis, 10 heures ont sonné. Il y a une énorme horloge qui est placée, ironie du sort, un petit peu juste au-dessus du box de l'accusé. 10 heures ont sonné donc, et puis rien. 10h10, 10h15. Et on apprend que Guy Georges est là, mais qu'il a été extrait de force de sa cellule. On apprend aussi qu'il est nu, qu'il refuse d'entrer dans la salle, qu'il refuse de s'habiller, qu'il a une couverture sur lui pour l'instant. Le président l'oblige à comparaître, il est en survêtement, il l'oblige à comparaître et il en a le droit d'ailleurs. Et comme s'il n'y avait pas eu cet incident finalement, il demande calmement à Guy Georges, vendredi vous aviez décidé, vous aviez demandé un délai pour réfléchir, ce délai vous l'avez, alors qu'avez-vous à dire ? En fait, ce que j'avais à dire, c'est désagréable, dit Guy Georges. Nous sommes prêts, répond le président toujours aussi calmement. D'abord, je voudrais m'adresser aux familles, dit Guy Georges. Et là, tout le monde est suspendu à ses lèvres, il marque une pause. La justice, dit-il, j'en ai marre, je lui pisse dessus. À partir de maintenant, je ne dirai plus rien. Le président n'a montré aucun signe d'énervement, pas plus que les familles. En fait, tout le monde dans le prétoire était quasiment anesthésié. Et du coup, Fabienne, en quelques mots, comment s'est passée la suite de l'audience ce matin ? L'audience, elle se poursuit, et j'allais dire tranquillement. On étudie en ce moment un nouveau meurtre, le meurtre d'Agnès Nieschkamp en décembre 1994. À la différence près par rapport au jour précédent, que Guy Georges a refusé de regarder les photos, il a refusé de se lever quand une avocate a tout de même tenté une question. Il s'est enfermé dans le mutisme. Il y a eu une autre tentative, là tout récemment, du président qui lui a dit « Mais tout de même, on attendait de vous quelque chose ». Et Guy Georges a répondu « Mais que je dise blanc ou noir, c'est pareil. Pour moi, de toute façon, on fait les réponses à ma place. Je ne m'attendais pas à ça de vous », a repris le président. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il valait mieux que je me taise. Et voilà, depuis, donc, il n'a rien dit. À vos côtés, Fabienne, se trouve maître William Bourdon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des avocats des parties civiles. J'imagine que, comme beaucoup d'autres, vous espériez des aveux ce matin. Oui, bien sûr, comme tous mes confrères. Alors, outre le fait que demain, je vais accompagner Elisabeth, qui est la rescapée, la miraculée, dont on sait qu'elle... Vous êtes l'avocat d'Elisabeth Ortega, il faut le préciser. Et donc, pour elle, et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle était d'une très grande impatience, savoir si Guy Georges, demain, face à elle, allait reconnaître ce qu'il lui avait fait. On va prolonger la discussion, mais j'aimerais d'abord que vous prêtiez attention à la réaction, au sentiment de l'un des avocats de l'accusé, Maître Frédéric Pons, qui essaie, au micro de Fabienne Synthèse, d'expliquer l'attitude de Guy Georges. Écoutez. Il est dans une attitude de blocage. De toute façon, on sait que il a été condamné une première fois très tôt, donc de toute façon, il est en butte face à la société, face à la justice, il l'a dit clairement. Mais maintenant, pour l'instant, il ne refuse de s'expliquer. Qu'est-ce que vous lui avez dit à l'oreille ? Ça a duré longtemps, après qu'il ait décidé qu'il ne parlerait plus. Il y a ce qui s'appelle le secret professionnel. Alors, au-delà du secret professionnel, qu'est-ce que vous pouvez tenter avec lui désormais, en fait, avec votre client ? Moi, je pars du principe que s'il a quelque chose à dire, et manifestement il a indiqué qu'il avait quelque chose à dire, notre rôle est de l'aider.
Et c'est ce que nous faisons, même si nous avons été très critiqués, c'est ce que nous faisons depuis le début de ce procès, parce que notre devoir est d'être à ses côtés. Donc j'ai simplement essayé parce que je peux comprendre qu'il y a des choses difficiles pour lui. Si rien ne bouge en l'état, est-ce que vous allez continuer à le défendre comme vous le défendez depuis le début ? Si rien ne bouge en l'état, il reste le dossier n'a pas changé et nous sommes toujours ses avocats. Je crois que c'est quelqu'un qui continue à nous faire confiance. Et s'il ne nous faisait pas confiance et si je ne sentais pas cette confiance, j'aurais quitté la défense. William Bourdon, vous avez l'impression que d'une certaine manière, Guy Georges n'a pas eu le courage d'avouer ? Oui, évidemment, il n'a pas eu le courage d'avouer. Et plus la peine encourue est lourde, plus le courage, d'une certaine façon, est indexé sur le risque de se voir infliger une peine d'un quantum considérable. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler que si Guy Georges a flanché un peu vendredi, cette attitude de négation, il l'a depuis le début du procès. Et la stratégie de défense de ces deux avocats, et Dieu sait si leur tâche est difficile, est une stratégie qui a, parfois dans des conditions qu'on a trouvées, nous, du côté des avocats de la partie civile, limite, c'est-à-dire que la ligne jaune de la décence a pu être franchie ici ou là. Cette stratégie de défense n'a jamais semblé devoir indiquer qu'elle signifiait une attente de ces avocats de le voir avouer. Donc le naturel est revenu au galop. Le naturel de Guy Georges, c'est une indifférence d'un cynisme absolu par rapport aux victimes et par rapport au crime qu'il a commis. Il a été un tout petit peu déstabilisé vendredi et maintenant il remonte son masque du début, c'est-à-dire un masque qui est un mélange à la fois de mépris, de cynisme et d'indifférence pour les victimes. Mais cette stratégie de défense, elle va forcément s'effriter cette semaine, notamment quand il va être confronté aux expertises ADN qui sont flagrantes. Oui, mais je crois que si on ne peut pas exclure, encore une fois, il faut le souhaiter, un nouveau rebondissement. Et le fait que Guy Georges épuisé, puisse à force d'être fragilisé par les questions de tel ou tel, puisse avancer un peu plus vers ce chemin rocailleux et difficile de l'aveu. La stratégie, encore une fois, adoptée par Guy Georges et ses avocats est de tout contester. Et je pense que sur l'ADN, on va avoir droit à un tir de barrage de questions pour essayer de s'engouffrer dans des trous de souris, pour essayer de suggérer que ces expertises n'ont pas un caractère indiscutable. Fabienne Synthèse. Monsieur Bourdon, c'est vrai qu'il ne parle plus, mais il entend tout de même, il y a l'oralité des débats, il entend toujours ce qui se passe autour de lui. Et il va y avoir, vous le rappelez tout à l'heure, demain votre cliente, Elisabeth Ortega, qui est la seule des rescapés dans les parties civiles et qui va pouvoir le regarder et lui parler de ce qu'il lui a fait, elle qui s'en souvient encore. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être ce témoignage pourrait à nouveau ébranler l'accusé ? Écoutez, je crois qu'il faut le souhaiter. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop demander à ma cliente, qui appréhende évidemment cette confrontation, qui est hantée par cette confrontation. Est-ce que le face-à-face, les yeux dans les yeux, vont pouvoir déstabiliser Guy Georges ? Il faut le souhaiter. Maintenant, j'indique que dans une confrontation, dans un interrogatoire de Guy Georges effectué par le juge Thiel, où il avait reconnu 3 crimes. Il y a un crime qu'il n'avait pas reconnu à cette occasion, même s'il l'avait reconnu par ailleurs postérieurement, c'est l'agression à l'encontre d'Elisabeth. Donc, je crois que pour lui, certainement, il appréhende à sa façon, dans sa logique à lui, aussi le face-à-face de demain. Au soir de cette 6e journée d'audience, Guy Georges n'a donc toujours pas avoué. Confronté à la sœur d'Agnès Nischkamp, qui s'adresse à lui avec douceur, il dit qu'il parlera, mais pas maintenant et pas par la justice. Cette attitude dans laquelle Guy Georges semble se complaire, promettre de parler et toujours repousser l'échéance à plus tard, exaspère les avocats de la partie civile, comme maître William Bourdon, que nous venons d'entendre. Au cours de cette journée, Guy Georges a tout de même dit quelque chose en faveur de ses avocats, qui sont très critiqués depuis le début du procès en raison de leur stratégie de dénégation et de diversion. Il déclare « La haine que vous avez envers moi, vous ne devez pas l'avoir envers eux. » Et effectivement, c'est grâce à eux qu'au 7e jour d'audience, le mardi 27 mars, Guy Georges va enfin se mettre à parler. Il est 14h. La 7e journée d'audience va débuter
Cet après-midi, c'est Elisabeth Ortega, la rescapée, qui va témoigner. Fabienne Sintès dresse son portrait. Elisabeth, c'est une jolie rousse de 29 ans. On l'a aperçue le premier jour au procès, mais depuis, c'est son avocat qui suit les audiences pour elle, parce qu'Elisabeth est remplie d'appréhension. D'abord, elle devra raconter que le 16 juin 1995, un homme l'a suivie chez elle. « Rentre », lui a-t-il dit en la poussant dans l'appartement. Il lui a expliqué qu'il était en cavale, ils ont fumé une cigarette ensemble. Il lui a dit qu'il s'appelait Flo, et puis il l'a bâillonné, attaché, il est monté à l'étage du duplex éteindre une lumière. C'est là que la jeune femme a pu détacher ses liens et sauter par la fenêtre. Elle est donc la première à avoir vu cet homme suffisamment longtemps pour en faire un portrait robot. Et c'est la seconde appréhension d'Elisabeth. Ce portrait, il décrit un maghrébin, il est assez loin du visage de Guy Georges. Grâce aux mégots retrouvés dans l'appartement et analysés, les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire au même homme que celui qui a tué Agnès puis Hélène. Elisabeth servira donc d'auxiliaire de police. Équipée d'un beeper, elle viendra voir des centaines de visages, si bien que lorsqu'on lui présente un cliché de Guy Georges, interrogé alors pour des meurtres en parking mais sans preuve matérielle contre lui, elle ne le reconnaît pas. C'est le troisième motif d'appréhension de la jeune femme. Au-delà de son inquiétude et l'idée d'affronter la défense, Elisabeth se sent coupable de ne pas avoir su dire « c'est lui ». Quand cette jolie rousse de 29 ans arrivera à la barre cet après-midi, elle devra aussi affronter les regards. Aujourd'hui, la psychomotricienne qu'elle était vit en fauteuil roulant. Un an à peine après son agression, en faisant de la planche à voile en Crète, elle a pris une mauvaise vague. Elle est paraplégique. Ce mardi après-midi, face à Elisabeth Ortega, le moment tant attendu arrive enfin. Guy Georges craque et avoue tout. Fabrice Drouel en rend compte dans le journal de 19h sur France Inter. Depuis vendredi, Guy Georges vacille. Guy Georges n'a cessé de plier pendant 2 jours et au 3e, il a rompu. Oui, rupture avec son système de défense tenu au début du procès. « Je suis innocent », disait-il. Puis hier, il se retranchait dans le mutisme après avoir insulté la justice. Enfin, aujourd'hui, épilogue d'une stratégie intenable, il a craqué, avouant tour à tour les 7 crimes dont il est accusé. Les 7, les uns après les autres, Fabienne Sintès. Guy Georges parle si bas qu'il en est presque inaudible, et ce sont ses avocats qui l'encouragent en lui chuchotant presque à l'oreille. Ils sont accrochés au box de l'accusé. Pouvez-vous nous dire quelque chose ? Non. Personne ne supportera ce silence. Ni elle, dit Alex Ursulé en désignant Elisabeth qui s'apprête à témoigner. Ni les familles, ni nous. Si c'est vous l'agresseur, je vous demande de le dire. Non. Mais pour votre famille, pour votre père. Et c'est à l'évocation de ce père inconnu que Guy Georges s'effondre. Avez-vous agressé mademoiselle Ortega ? Demande alors Alex Ursulé. Oui. Avez-vous tué mademoiselle Escarfile ? Oui. Mademoiselle Rocher ? Oui. Mademoiselle Benadi ? Oui. 7 fois Guy Georges dira oui. Aux 3 agressions en revanche, il répond non. Tout le prétoire a le corps tendu vers l'accusé. Les regards des familles se posent sur lui. Je vous demande pardon, dira-t-il 4 fois en levant la tête. Les familles se tiennent la main, certaines pleurent. Pouvez-vous nous dire, demande le président, pourquoi vous avez accepté un test ADN en 1995 dans l'affaire Benadi ? Je voulais qu'on m'arrête, dit l'accusé. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Je me le suis toujours demandé pourquoi. Je ne sais pas. Je sais que je vais être condamné, mais cette peine, c'est moi qui me l'inflige. J'ai foutu ma vie en l'air. Guy Georges, en arrivant cet après-midi dans le box, s'était rasé la tête. Et c'est la première chose que tout le monde a remarqué. La tête rasée comme une mise à nu. Au palais de justice, Fabienne Sintès, France Inter. Écoutez maintenant la réaction poignante de Liliane Rocher. C'est la mère de Cathy Rocher, assassinée par Guy Georges en janvier 1994. Même si elle n'en a jamais douté, cette fois elle a vu en face d'elle, aux assises, un homme qui, à la question « Avez-vous tué Cathy Rocher ?» a répondu « Oui ». Réaction de Liliane Rocher, confidence recueillie par Fabienne Sintès. Je n'ai pas entendu ce qu'il répondait pour Cathy, ça a été terrible. Et d'autant plus que le président n'avait pas bien entendu non plus, donc il a pensé que c'était non pour Cathy. Mais enfin, de toute façon, déjà, le oui pour les autres m'avait vraiment infiniment émue. Et je pense que ça va faire évacuer un peu cette haine que j'avais en moi, qui me détruisait en définitive, parce que la haine, c'est très destructeur, et que je vais pouvoir survivre mieux et trouver un apaisement. Et puis je pense que quelque part, Cathy, qui m'a tellement soutenue pour que je continue à avancer, doit se dire quelque part, tu vois maman, ça y est. Est-ce que instinctivement vous avez eu envie de lui dire quelque chose à lui ? Ah, mais je lui ai dit. Nos regards se sont croisés, j'ai eu un mouvement de lèvres pour lui dire merci, et lui a eu un mouvement de tête.
quelque chose est passé et si l'on m'avait dit qu'un jour je dirais merci à l'assassin de ma fille, pour moi ça aurait été complètement insensé. Comme quoi on ne peut augurer de rien. C'est le soulagement pour les familles des victimes après les aveux de Guy Georges. Au matin du 8e jour d'audience, le journal de 7 heures de France Inter donne la parole à maître Frédéric Pons, qui revient sur la stratégie de la défense. Le devoir de l'avocat avant tout, c'est de respecter la position de son client à partir du moment en plus où on avait un dossier qui permettait d'étayer cette position. Ce n'était pas quelque chose d'aussi insensé qu'on a pu nous le faire dire. C'était quelque chose de légitime, je ne regrette rien. Nous avons fait notre métier d'avocat, ça a été très difficile parce que la tension était forte, très difficile parce qu'on a été en but à des attaques personnelles. Mais je crois que peut-être aujourd'hui, les gens comprendront un peu plus ce que c'est qu'un avocat. Je suis soulagée dans la mesure où effectivement, il y a si la vérité existe, effectivement, elle est apparue aujourd'hui et les avocats sont auxiliaires de justice et y contribuent. Mais je suis aussi soulagée pour Guy Georges parce que je pense que ce premier pas est libératoire. Et j'espère que nous allons aller vers des explications et peut-être pour lui par une amélioration, parce que je crois que vous l'avez vu depuis 3 jours, lui aussi était en but à une forte tension et tout ça a été extrêmement difficile, même si on peut peut-être aussi parler de lui. Au 8e jour d'audience, le mercredi 28 mars, Guy Georges, qui a donc avoué, va s'efforcer d'expliquer ses actes aux familles des victimes. Écoutons le compte-rendu de Fabienne Sintès. Les femmes, maintenant, je supporte plus de leur faire du mal. Et depuis quand vous ne le supportez plus ? Depuis 3 ans. En fait, depuis que je suis en prison, j'ai été soulagée de ne plus pouvoir recommencer. Depuis que je suis en prison, j'ai plus de pulsions comme avant. Peut-être que c'est normal, je sais pas. Après cette question sur le pourquoi de ces crimes, Guy Georges n'a qu'une réponse, je ne sais pas. Je suis conscient sans être conscient, je sais pas comment expliquer, dit-il. Mais vous vouliez les tuer ou les violer ? Tuer, répond l'accusé. Vous aviez besoin de dominer ces femmes ? Je ne sais pas. Maître Ursulé se lève en cette fin d'après-midi, c'est la première fois qu'il prend la parole. Qu'est-ce qui aurait pu vous arrêter ? Demande-t-il à son client. La mort. Il n'est pas question que l'accusation suive cette idée de pulsion incontrôlable. Vous aviez tout de même le sparadrap avec vous et ce couteau que vous jetez après les meurtres. Vous en rachetez un autre, demande une avocate. Mais les pulsions, répond Guy Georges, c'était 2 ou 3 heures avant. Et puisque vous dites que vous regrettez après, vous n'avez pas eu envie de vous rendre à la police ou de vous confier ? Si, en 95, en prison. Mais après, non, c'est peut-être le bon Guy Georges qui voulait protéger le mauvais Guy Georges, explique l'accusé. Donc vous êtes 2. Non, c'est moi. Il s'embrouille, ses avocats ne l'aident pas. Toute la journée, l'accusé a peaufiné cette image qu'il veut donner de lui depuis ses aveux, celle d'un homme compatissant pour les victimes et tellement dégoûté de ses propres crimes qu'il a du mal à en parler. L'image d'un homme qui ne maîtrise rien de ce qu'il fait quand il tue. La semaine prochaine, les psychiatres diront exactement le contraire. L'attitude nouvelle de Guy Georges, qui reconnaît ses crimes mais ne donne aucune explication, passe mal auprès de certaines parties civiles. Au 9e jour d'audience, le 29 mars, Jean-Marc Four pour le journal de 13h. Les jours se suivent et l'horreur succède à l'horreur au procès de Guy Georges devant les assises de Paris. Hier, la Cour a examiné l'assassinat d'Hélène Frynking, tuée de 16 coups de couteau en juillet 95. Aujourd'hui, il sera question du meurtre de Magali Sirotti 2 ans plus tard, en 97. 48 heures après les aveux de l'accusé, on pourrait penser que les familles des victimes sont désormais soulagées. C'est loin d'être le cas. Voici par exemple le sentiment de Jean-Pierre Escarfaille, dont la fille a été tuée et violée en 1991. Il n'apprécie guère la nouvelle attitude de Guy Georges. Écoutez, moi je suis au contraire profondément écœuré par le style actuel de Guy Georges. J'ai jamais dit un mot contre lui pendant tout le début, mais maintenant ça passe les bornes. Ça passe les bornes pourquoi ? Parce que nous avons vu arriver hier quelqu'un qui avait complètement préparé son affaire, bien rasé, un beau pull blanc immaculé. Nous avons une véritable machination, tout à fait classique d'ailleurs, paraît-il, dans ce genre d'affaires, pour essayer de faire que le masque du loup se transforme en masque d'agneau. Voilà où on en est aujourd'hui. Il n'y a aucune vérité là-dedans et c'est complètement écœurant. L'avocate de la famille Escarfaille, Solange Doumic, résume la frustration des victimes malgré les aveux de Guy Georges.
Il n'a jamais dit tout ce qu'ont souffert les victimes, il n'a jamais dit leur lutte, il n'a jamais dit leurs mots de prière, leurs mots de supplication ou les supplications qu'ils pouvaient voir dans leur regard. Tout ça, il ne l'a pas dit, tout ça, les familles auraient aimé l'entendre et on est face à un mur. Il dit « j'ai donné des coups de couteau et puis c'est tout ». Or on sait par exemple pour Pascal qu'après il a bu une bière face au corps de sa victime. On sait qu'il a bougé les corps après. Pourquoi ? Il ne l'explique pas. On est donc face à un grand nombre d'interrogations qu'il ne lève pas ou qu'il ne veut pas lever ou qu'il ne peut pas lever. Je pense que les faits sont trop horribles, trop pénibles pour que lui-même accepte face à ses juges d'en rendre compte. Donc il préfère garder le silence, sachant que malgré tout, dans le silence on ne peut faire qu'imaginer et c'est toujours moins fort que quand on lui raconte. Du côté de la famille de Magali Sirotti, assassinée en septembre 1997, c'est la colère qui domine. Au journal de 19h, Denis Estagnaud. La suite du procès de Guy Georges, la cour d'assises de Paris a continué de plonger aujourd'hui dans l'horreur des crimes successifs du tueur de l'Est parisien. Mais Guy Georges semble, lui, résigné sur son sort. Il s'est même dit soulagé de rester en prison. Accès de sincérité ou nouvelle manipulation, le compte-rendu d'audience de Fabienne Sintès. La famille Sirotti, c'est un clan. Ils sont tous là, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Mais Aldo Sirotti, le père de Magali, ne parlera pas. Trop de chagrin. C'est Chantal, sa femme, qui dépose pour lui. Magali était proche de son papa, très proche. Elle lui confiait des choses que j'ignorais, dit-elle. Et elle poursuit. En août 97, avec la maman de Stéphane, son ami, on a été chercher une robe de mariée. On l'a commandée en août, elle est morte le 23 septembre. Chantal Sirotti doit faire une pause, brisée par l'émotion. Et je vais vous dire pourquoi il n'est pas là, Stéphane. Il n'est pas là parce qu'il a la haine contre Guy Georges. S'il était venu, dit-elle en se tournant vers l'accusé, il vous aurait sauté dessus. Franck, le frère de Magali, qui témoigne ensuite, a du mal à se contenir. T'as détruit 3 familles, tu sais ce que ça fait ? Tu peux demander pardon à qui tu veux, et même à Dieu, mais nous on pardonne pas, t'as qu'à te le mettre dans la tête. Là je me maîtrise parce que je veux entendre le verdict, mais t'as pas le droit de demander pardon aux familles. Guy Georges, qui était debout, se rassoit sans un mot. Une heure avant, il avait expliqué qu'il n'avait plus de pulsion depuis 3 ans, qu'il était en prison. Et pourquoi, selon vous, lui a demandé l'avocat de la famille Sirotti ? Parce que je suis en prison et que je ressortirai pas ? Et le fait de ne pas ressortir, est-ce que ça vous soulage ? Oui. Au palais de justice, Fabienne Sintès, France Inter. Vendredi 30 mars. Le 10e jour d'audience est consacré aux expertises génétiques. L'expert qui vient témoigner, c'est le docteur Olivier Pascal, du CHU de Nantes. C'est lui qui, en mars 1998, a fait matcher l'ADN de l'inconnu SK1 avec un autre ADN conservé dans ses dossiers, celui de Guy Georges. Et ce témoignage, il fait polémique. Car si le docteur Pascal a bien, en 1998, contourné la loi pour comparer les ADN à la demande de la chef de la brigade criminelle Martine Monteil et du juge d'instruction Gilbert Hill, pourquoi n'a-t-il pas fait cette comparaison dès 1995, quand Guy Georges, auditionné dans le cadre des meurtres des parkings, avait accepté une prise de sang ? Le docteur Pascal et les avocats de la défense se lancent dans des argumentations complexes autour des fichiers ADN. En fin de compte, le docteur Olivier Pascal reconnaît une part de responsabilité dans la lenteur de l'identification de SK1. Compte-rendu d'audience dans le journal de 8h du samedi 31 mars. Avant de quitter la barre, le docteur Pascal veut s'excuser. Si j'étais sorti de mon rôle d'expert, explique-t-il, Magali Sirotti et Estelle Magde n'auraient pas été tuées. Sur le plan légal, je n'ai rien à me reprocher, mais je porte une part de responsabilité. Ce qui mine encore aujourd'hui Olivier Pascal, c'est qu'en effet, en 1995, Guy Georges, en prison pour agression, avait subi un prélèvement d'ADN dans l'affaire Benadi. Son empreinte ne correspondait pas. On cherchait alors un homme qui tuait dans les parkings. Or, au même moment, dans ses dossiers, le docteur Pascal avait un ADN qu'il avait appelé SK, comme serial killer, celui d'un homme qui avait déjà tué 2 fois et tenté de le faire une 3e. L'ADN SK et celui de Guy Georges n'avaient pas été comparés, Olivier Pascal n'avait pas le droit de le faire, mais s'il l'avait fait, Guy Georges aurait été arrêté. L'expert a aussi profité de la cour pour critiquer l'absence de fichiers génétiques à l'époque et la frilosité de celui qu'on prépare aujourd'hui. Tel qu'il se présente, a-t-il expliqué, seules les personnes condamnées pour agression sexuelle seront fichées. Guy Georges, en 1995, purgeait une peine pour violence avec arme, son ADN n'aurait pas été relevé. Le juge d'instruction Gilbert Hill, qui assiste aux audiences dans le public, avait formulé le même pardon que le docteur Pascal pour n'avoir pas fait comparer les ADN. Ce pardon, c'est le seul que les familles aient accordé. La 2e semaine d'audience du procès de Guy Georges se termine. Une semaine très éprouvante pour les familles des victimes, qui ont dû encaisser à nouveau les dénégations de Guy Georges.
avant qu'il ne consente enfin à avouer tous ses crimes. Mais à la question du pourquoi, Guy Georges n'apporte aucune réponse. Ce pourquoi, il sera peut-être expliqué par les 3 experts psychiatres qui ont rencontré Guy Georges en prison et qui doivent venir s'exprimer à la barre le lundi suivant. C'est cette 3e et dernière semaine du procès, qui se terminera par l'énoncé du verdict, que nous vous raconterons dans le prochain épisode.